Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme le dit Sébastien, on va parler de la façon dont à OVH on met nos modèles de machine learning en production. Moi c'est Olivier, je suis accompagné de Maël et Adrien. On fait partie de l'équipe Machine Learning Services à OVH. On va commencer tout de suite. Donc depuis quelques années, surtout dans le monde de la tech et même ailleurs, on entend pas mal de buzzwords, data science, intelligence artificielle, deep learning, big data, machine learning. Donc machine learning c'est le buzzword auquel on va s'atteler aujourd'hui. Comme on n'est pas beaucoup, on va essayer de faire quelque chose d'un peu interactif. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous interrompre. Donc avant de commencer, une petite étude pour voir un petit peu, pour essayer de s'adapter un petit peu à vous. Essayez de me dire votre niveau un peu en machine learning. Donc le niveau 1, qu'est-ce que le machine learning? Je ne sais pas trop ce que c'est. Le 2, j'en ai entendu parler, mais c'est un peu de la magie noire pour moi. 3, je connais les concepts et comment ça marche. Et 4, je travaille avec tous les jours. Donc pour le 1, tout le monde. Le 2, personne. 3, ok. Et le 4, ok. Il y en a qui se la racontent. Ouais, du coup, je vais aller assez vite. Juste parler un peu d'intelligence artificielle. Est-ce que, c'est le mot super à la mode, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de l'intelligence artificielle? Ou un volontaire? La slide suivante en fait. Voilà. Tout ça pour dire que des définitions, il y en a plein, et il n'y en a pas vraiment de bonnes. Juste en googlant un peu le truc, je suis tombé sur pas mal de choses. Mais en gros, c'est... la troisième est pas mal parce qu'elle est simple, c'est l'intelligence qui est démontrée par les machines. Il y a pas mal de tâches d'intelligence artificielle si vous êtes développeur, vous avez sûrement étudié en cours, si vous ne l'êtes pas, vous avez peut-être déjà entendu parler. Jouer aux échecs, par exemple, on va avoir un petit programme qui joue aux échecs. Trouver le chemin le plus court dans un graphe, les trucs super à la mode, la reconnaissance faciale, ou simplement prédire une courbe si vous avez fait des cours de stats quand vous étiez à l'école et que vous a donné des points, vous avez tracé une droite, régression linéaire. Ça c'est un petit peu la base du machine learning, c'est l'algo le plus simple, la régression linéaire pour faire du ML. Machine learning et de l'intelligence artificielle du coup. Mais en gros en fait, c'est pas vraiment une technique, une technologie, c'est plus un ensemble de tâches à accomplir. Et en fait, dès qu'on écrit, et qu'ils sont accomplis par les machines, dès qu'on écrit un petit bout de code, en fait, on peut dire qu'on fait de l'intelligence artificielle. Et du coup, qu'est-ce que le machine learning? Je vais aller assez vite, je vous laisse lire un petit peu la petite histoire. Et du coup, en quelques mots, le machine learning. Imaginons qu'on vous demande d'écrire une fonction qui va prendre une entrée et donner une sortie. Comme vous faites du Scala, vous écrivez du code super cool. Et vous allez écrire un peu de logique et à partir de l'entrée X, fournir un retour Y. Voilà, une fonction qui prend X et retourne Y. Et le truc, c'est que de temps en temps, on se retrouve avec des specs qui sont un petit peu plus complexes que d'habitude, et on se met à écrire du code un peu spaghetti, avec beaucoup de conditions, et ça devient un peu un casse-tête à maintenir. La personne qui maintient ce code-là, je la plains quand même. C'est diagnostic médical, c'est quand même réputé assez complexe. Du coup, le machine learning, le but, c'est juste d'éviter ce genre de truc. Imaginons par exemple que donc tout le monde connaît Homer, et tout le monde connaît Homer, et que je vous demande d'écrire un petit algorithme qui va faire la différence entre les deux. Je pense qu'avec l'approche classique, écrire une fonction comme ça, c'est assez complexe. Il y avait tout un champ de recherche là-dessus, vachement compliqué. J'avais des amis qui faisaient de la recherche là-dedans, où on détectait des contrastes, des courbes, des angles, il y avait plein de mathématiques super compliquées.
et faite par des gens super intelligents. Le truc, c'est que c'était vachement complexe et que même si c'était super complexe, ça marchait pas très bien. Et du coup, l'idée du machine learning, c'est juste de prendre des exemples, de les labelliser. Donc on dit, voilà, ça c'est Homer, 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 là-bas c'est plutôt Homer, 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 Homer. On donne tout ça à un algorithme et qui va nous donner une fonction qui va prendre en entrée Homer et nous dire si c'est Homer ou Homer. C'est un peu des stats. Et donc voilà, je ne vais pas dans les détails. À la fin, on a un algorithme qui est capable une fonction qui est capable de nous dire si Homer, avec telle probabilité, va être Homer ou Homer. Et pareil pour Homer, s'il va nous dire si c'est Homer ou Homer. Et malgré tout, le machine learning, c'est pas parfait. Si on rencontre un exemple ça généralise assez bien, il va réussir à catégoriser des images qu'il n'a jamais vues. Mais s'il rencontre une image qui est un petit peu étrange, comme Homer qui réfléchit, bon, il peut quand même se tromper. Bon, et du coup, c'est les types de problèmes, la régression, du coup, tout le monde connaît, classification, qu'on va montrer. Un petit exemple de régression, où au lieu de prédire une classe, donc est-ce que c'est Homer ou Homer, on prédit un nombre. Par exemple, le prix d'une maison en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Du coup, le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est on a un ensemble d'inputs X, des outputs Y, et on essaye de trouver le mapping. Donc on peut aussi faire des choses si on n'a pas cet output, l'apprentissage non supervisé, où je vous apprends un clustering, détection d'anomalies. Et je passe au deep learning. Du coup, le deep learning, qu'est-ce que c'est? C'est juste une façon particulière de faire du machine learning. Depuis assez longtemps, il y a les réseaux neurones qui existent. Pour ceux qui ne savent pas, le deep learning, c'est quelque chose qui est apparu assez tardivement. Ça fait, je sais pas, à peu près depuis 2011 que... beaucoup de gens pensent que c'est parce que d'un seul coup, on a eu énormément de quantité de puissance de calcul et on s'est dit, du coup, on va pouvoir faire des réseaux gigantesques et apprendre des fonctions super complexes. Parce qu'avec les algorithmes de machine classiques, c'est assez compliqué de classifier des images, parce qu'on a une structure compliquée. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, on s'est rendu compte que les petites fonctions mathématiques qu'on mettait là, en fait, c'était des trucs qu'on dérive bien et tout. Si on mettait juste une fonction qui ressemblait à ça, ça marchait vachement mieux et on arrivait à apprendre des réseaux bien plus grands. Bon, après, la puissance de calcul a aidé, mais voilà. Et du coup, avec ça, on apprend des fonctions bien plus complexes. Et donc, pour résumer, voilà, l'intelligence artificielle qui se compose d'ensemble de tâches, le machine learning qui est un moyen de traiter ces tâches un peu compliquées avec des ordinateurs, mais c'est pas le seul. Je sais pas si vous avez entendu parler de Deep Blue dans les années, je pense, des années 90, qui a battu Kasparov aux échecs. C'était un petit bout d'intelligence artificielle qui n'utilisait pas du tout de machine learning, mais pour autant, battre Kasparov aux échecs, c'est quand même pas si simple. Du coup, je pense qu'on peut dire que c'est de l'IA, c'était pas du machine learning, donc ça pour bien souligner la différence. Et le deep learning, qui est une façon spécifique de faire du machine learning. Et du coup, si on a cette nouvelle technologie, le deep learning, qui apprend des fonctions super complexes, est-ce que ça veut dire que le machine learning est un peu à l'ancienne, les régressions linéaires, les forêts aléatoires, est-ce que tout ça, ça sert plus à rien? Je vais vous dire que non. Parce que, en fait, pour faire du deep learning, on a besoin de beaucoup de données pour apprendre des fonctions très complexes qui vont plus tard généraliser. Et beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul. Mais pour autant, il y a plein de choses qui sont très utiles dans la vie de tous les jours, comme prédire le prix d'une maison, ou prédire des courbes et tout, qui vont utiliser des modèles beaucoup plus simples et qui vont résoudre plein de problèmes. Et pour autant, même si ces modèles sont simples, en fait, ils nous posent quand même tout un tas de soucis. Alors si vous avez déjà fait dans votre vie eu affaire à de la data et que vous avez déjà mis en place des algorithmes de ML, vous savez que généralement on commence par modéliser le problème, donc on a nos données et on a un problème à résoudre. Comment est-ce qu'on va modéliser ça en termes de machine learning? Par exemple, si on essaie de faire de la fraude, on peut se dire que c'est de la classification, on a les fraudeurs et les gens legit, mais on peut se dire aussi que des fraudeurs, on en a vu très peu, du coup on va avoir du mal à les classifier avec nos données, donc on va plutôt voir ça comme de la détection d'anomalies. Donc on va essayer de classifier de caractériser notre population générale et de voir un peu les gens qui en sortent. On peut aussi se dire que nos utilisateurs classiques, il y en a plein de différents, du coup on va plutôt faire du clustering, essayer de faire des groupes,
Et soit il va y avoir un certain nombre de groupes qui sont associés à des fraudeurs, ou alors ceux qui ne vont pas bien dans les groupes. En tout cas, et une fois qu'on a caractérisé ça, on va collecter de la donnée. Bon, c'est pas forcément 1, 2, ça peut être un petit mélange de tout ça. Et ça, c'est la partie engineering qui est intéressante et où un data scientist va apporter toute sa valeur. Et une fois que ça c'est fait, on transforme la donnée pour que les algos de ML puissent l'ingérer, parce que c'est pas forcément, ils vont pas pouvoir ingérer n'importe quel type de données. Et là, on va devoir sélectionner un algorithme. C'est pas forcément simple parce que à peu près tous les algos prennent tous à peu près le même genre de données et on sait jamais trop bien à l'avance lequel va bien marcher pour un type de tâche. On peut avoir de l'intuition, avec l'expérience on commence à s'en sortir un peu mieux. Mais moi ça fait un moment que je fais ça et franchement je continue toujours à en essayer plein et à voir un peu au hasard lequel marche mieux. Mais un algorithme de machine learning, c'est pas juste une boîte noire qui va, enfin c'est un peu une boîte noire, mais qui va prendre des données et faire de la magie. Il faut aussi les paramétrer. Et pour tous ceux qui l'ont fait, vous avez déjà fait du random search, grid search, pour essayer de sélectionner les bons hyperparamètres de l'algo. C'est chiant, c'est rébarbatif, ça demande pas mal de puissance de calcul et voilà. Mais bon, une fois qu'on a fait ça, donc les 2 premières étapes qui sont quand même assez marrantes, parce qu'on parle avec les gens, tout, on apprend le métier, et les 3 dernières étapes qui sont quand même un peu moins marrantes, bah c'est pas fini. Et déjà, qui d'entre vous est déjà arrivé jusque-là, a déjà fait un projet data mis en place avec un petit notebook ou quelques personnes. Mais une fois qu'on a ça, en fait, on a un modèle entraîné, c'est pas fini, parce que qu'est-ce qu'on fait d'un modèle entraîné dans un notebook? Pas grand-chose, il faut l'industrialiser, le rendre accessible à d'autres applications. Donc une façon assez standard de faire, c'est de faire une API qui va transformer nos données comme on l'a défini dans le notebook, requêter le modèle va faire une prédiction qui va être retransformée pour être intelligible par la personne qui fait la requête. Ça, c'est la base, le minimum. Le truc, c'est que souvent, on va avoir envie d'avoir un algorithme qui va apprendre sur des données fraîches pour s'adapter à ce qui se passe de nouveau. S'il fait des prédictions en se basant sur ce qui se passe maintenant, il a besoin de nouvelles données. Donc on va rajouter un petit mécanisme de réapprentissage. Et comme toute application, on va avoir envie de monitorer si les pertes du modèle se dégradent pas pour voir s'il ne devient pas obsolète ou puis monitorer l'application de façon globale. Qui en est déjà arrivé jusque-là? Qui a déjà mis en prod un modèle de machine learning et qui a été vraiment utilisé par quelqu'un d'autre? 3 personnes, ça, je pense que c'est pas mal. C'est plus que d'habitude. Et du coup, une fois qu'on a fait un certain nombre de projets qui ont été faits par des data scientists différents, on se retrouve avec des projets qui ont un peu la même structure, mais qui sont tous un peu différents, et qui du coup se ressemblent, et du coup on passe énormément de temps à les maintenir parce qu'ils sont tous semblables, mais tous un petit peu différents. C'est pas forcément les mêmes modèles, les mêmes technologies, et là c'est là que ça commence à devenir un casse-tête et on finit par ne plus les maintenir et du coup certaines deviennent obsolètes. Les données, la structure, ça change tout le temps. Du coup, on se rend compte que les données qui arrivent en entrée, de toute façon, sont même plus adaptées. Et voilà. Et surtout, même avant ça, même juste ici, c'est pas forcément évident parce que moi, j'ai des projets de machine learning où il y avait un beau notebook, tout marchait bien, tout le monde était content, et qui n'ont jamais vu la prod parce que juste, personne dispo pour industrialiser et tout. J'en ai vu des dizaines et des dizaines. Et du coup, ce qu'on a fait à OVH, c'est une plateforme qui s'appelle Prescience et qui va pas du tout s'occuper des 2 premières étapes, qui sont les parties où les gens doivent réfléchir, modéliser et être des ingénieurs. Et tout le reste, en fait, on l'industrialise. On va avoir les données vont être transformées automatiquement en fonction du format. On va faire de la détection, des petites heuristiques et tout pour transformer les données comme il faut. On va avoir un petit algorithme bayésien qui va sélectionner le meilleur algorithme avec les meilleurs hyperparamètres. Et une fois que ça c'est fait, donc tout ça, ça peut être supervisé par l'utilisateur, on appuie sur un bouton et tout est déployé, on peut requêter, c'est monitoré et c'est magique. Et voilà. Du coup, je vais laisser Maël vous parler un petit peu plus de Prescience dans
dans les détails. Alors, donc Olivier là, vous a vraiment parlé du côté bien théorique. Moi, je vais un peu plus rentrer dans la pratique. Et pour rentrer dans la pratique, rien de mieux qu'un cas d'usage. Donc en fait, on va prendre un cas d'usage que, si vous avez déjà fait un peu de data science, vous allez sûrement le reconnaître. C'est celui des passagers, des aéroports internationaux. Donc en fait, là, la courbe que vous voyez s'afficher sur l'écran, elle représente donc en gros l'évolution de la fréquentation des aéroports internationaux. Je crois que c'est entre les années 1949 et 1960, si je ne me trompe pas. En gros, c'est par mois. Et on a donc la fréquentation par mois des passagers des aéroports. Donc cette courbe-là, en fait, elle est assez intéressante d'un point de vue data science. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que la courbe, elle a trois aspects. Déjà, elle a une tendance. On s'aperçoit que la courbe, elle augmente au fur et à mesure du temps. On s'aperçoit qu'il y a un pattern qui revient tous les ans. Il y a plus de fréquentation pendant les mois d'été que pendant les mois d'hiver. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a aussi une notion d'amplitude, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus l'amplitude est importante. Donc ça, en fait, d'un point de vue œil humain, on serait assez facilement capable, on va dire, de dessiner la suite de la courbe. La question qu'il faut se poser, en fait, c'est est-ce qu'avec juste un petit algorithme écrit à la main, soi-même, avec votre langage préféré, est-ce que ce serait si facile que ça justement de dessiner la fameuse suite de la courbe? Je pense que ça... vous avez le droit de me corriger, peut-être que si je me trompe, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Ou alors, en tout cas, on testerait avec plusieurs facteurs multiplicatifs, on procéderait par itération avant d'arriver à quelque chose qui serait vraiment satisfaisant. Donc, c'est le cas d'usage que je vais utiliser pour vous montrer en gros comment est-ce qu'on utilise Prescience. En fait, on va utiliser Prescience pour essayer de tracer le reste de la courbe. Donc, comme vous l'a dit Olivier précédemment, en fait, ce qui est vraiment important avant d'utiliser Prescience, c'est vraiment de comprendre quel genre de problème on veut résoudre et qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec cette courbe. Donc, vous connaissez les classifications et les régressions. On peut ajouter un petit peu de complexité en expliquant que si on a une notion d'ordre dans les données en entrée, soit on est dans le cas d'une classification de time series, soit on est dans le cas d'une régression de time series. Là, en l'occurrence, ce qu'on veut prédire, c'est un nombre réel, c'est le nombre de passagers pour un mois donné. Donc on est bien dans le cas d'une régression, et étant donné que nos entrées, ce sont des entrées qui sont ordonnées temporellement, on est bien dans le cas d'une régression de time series. Ensuite, pareil, on va avoir besoin de ces éléments-là pour indiquer à Prescience en gros ce qu'il doit faire. Les deux questions à se poser, c'est en gros quels sont le label et quelles sont ma colonne d'ordre. Donc là, c'est assez simple. Le label, c'est ce qu'on veut prédire. La colonne d'ordre, c'est tout simplement ce qui nous permet donc d'ordonner nos éléments. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop de surprise là-dessus. On a le label, c'est les passagers, et la colonne d'ordre, c'est les étapes. Ensuite, là, je vais choisir quelque chose de complètement arbitraire, mais tout va dépendre en fait dans la vraie vie, tout va dépendre du problème que vous voulez résoudre. Le problème que vous voulez résoudre, donc vous êtes face à une time series, une série temporelle. À combien d'éléments dans le futur est-ce que vous voulez faire vos prédictions? Est-ce que c'est une étape plus tard, ou est-ce que vous voulez prédire plusieurs étapes dans le futur? Donc là, pour le cas d'usage, moi j'ai choisi 12. Mais voilà, c'est vraiment parce que je sais en gros, dans ma tête, je veux prédire l'évolution sur une année. Donc une année, comme ça équivaut à 12 mois. Là, j'ai choisi de prédire 12 mois dans le futur. Mais bien sûr, ça c'est vous qui le choisissez au moment où vous définissez votre problème. Ensuite, le discount, je vais passer très rapidement. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, c'est un paramètre qui vous permet d'accorder plus ou moins d'importance aux prédictions qui sont très proches dans le futur ou alors un peu plus loin. C'est pas la peine de s'embêter avec cette valeur-là. Je vous la mets ici tout simplement pour pas que vous vous posiez la question quand vous allez voir ensuite. Il y a un petit gif où on renseigne tous les paramètres dans Prescience et vous verrez ce paramètre-là apparaître. Ensuite, pareil, ces paramètres-là, c'est pas vraiment la peine que je m'attarde énormément dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est on va allouer un budget à l'optimisation. Tout simplement, le budget, c'est combien d'itérations on va réaliser, combien d'algorithmes on va tester en fait
avant de choisir définitivement quel est le meilleur algorithme à appliquer à notre problème. Donc là, pareil, j'ai choisi 10, j'aurais pu en choisir bien plus. Bien évidemment, comme notre algorithme est intelligent, on peut penser que plus on met d'optimisation, au final, meilleur le résultat sera à la fin. Le nombre de folds, on y arrive juste après. Et ensuite, quelle est notre métrique d'optimisation? Bon voilà, ça pareil, si vous avez déjà fait de la data science, vous devrez connaître. Mais en gros, la MSE, la Mean Square Error, c'est tout simplement une notion d'erreur. C'est-à-dire, en gros, la prédiction qu'on va faire, est-ce qu'elle est vraiment très loin du cas d'usage réel? En gros, c'est vraiment, il faut garder en mémoire, c'est que c'est une erreur. C'est-à-dire que plus elle est proche de 0, meilleur sera l'algorithme. Donc en fait, voilà notre problème de définition. Je vous ai montré en gros toutes les questions qu'on doit se poser avant de lancer en gros nos recherches sur Prescience. Et donc comment ça se présente une fois qu'on a résolu ces problèmes-là? Eh ben, tout simplement, on a 2 commandes à lancer dans Prescience. Donc là, je vais vous montrer donc, un terminal. Donc le projet est open source, hein, c'est du Python. Donc vous avez juste à le télécharger sur GitHub. Faire Prescience start parse. Alors la commande de parse, en fait, c'est la commande qui permet tout simplement d'uploader vos données qui sont en local chez vous. Vous venez les uploader sur le serveur Prescience. Donc là, en fait, rien de très compliqué. On lui indique le lien local vers votre fichier de données. On lui indique quel est le type du fichier de données. Bon, là, en l'occurrence, c'est un CSV. On lui indique si le fichier a un header. Là, en l'occurrence, il en a. Et ensuite, voilà, on envoie le fichier vers Prescience. Donc cette étape-là, rien de très compliqué. La tâche de parse s'exécute et on vous renvoie, on vous indique que c'est bon. Et donc voilà, entre guillemets, l'étape la plus importante. Donc Prescience Start AutoML. Donc c'est là qu'on va lancer vraiment les calculs. Et là, en fait, on va renseigner tous les paramètres dont je vous ai parlé précédemment. Donc le nom de la source et le nom du dataset et le nom du modèle, c'est juste des objets intermédiaires qui vont nous permettre de faire des analyses. C'est pas très important, mais en gros, par exemple, voilà, quelles sont les colonnes que vous voulez garder dans votre CSV, quel est votre type le type de problème que vous voulez résoudre. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est un forecast de time series. Quel est le label, quelle est votre colonne d'ordre, à combien d'horizons est-ce que vous voulez prédire, etc., etc., etc. En gros, c'est tous les paramètres que je vous ai spécifiés juste avant. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'une fois qu'on a demandé ça à Prescience, il y a un certain nombre de tâches qui vont s'exécuter successivement. Donc un pré-process, un optimize, on va y revenir juste après. Ensuite, il va y avoir un train. Voilà, le train démarre. Et en gros, quand le train sera terminé, 2 petites étapes qui sont, elles, assez rapides, et hop, on nous indique que tout est prêt. Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on a déjà un modèle en production. Alors la question, c'est, ok, on a un modèle en production, mais est-ce que notre modèle est pertinent? Eh ben, toujours dans notre cas d'usage, donc on y arrive. Donc toujours avec le Prescience client, donc voilà la commande que j'exécute juste en haut. Donc en fait, je récupère mes données que j'ai lui envoyées en entrée et je lui dis, eh ben écoute, prends-moi une partie de mes données en entrée et essaie de me réaliser un forecast sur les étapes suivantes. Donc en fait, la partie bleue de la courbe que vous pouvez voir, c'est la partie qui a été utilisée et envoyée à Prescience. La partie verte, c'est la partie théorique. C'est-à-dire, en gros, c'est la réalité. Quand au vu de vos données en entrée, voilà ce que vos données en entrée affichaient. Et en fait, la partie orange, c'est la partie qui a été prédit. C'est ce que Prescience prédit via le modèle qu'il a lui-même déployé en production. Donc bon, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt pas mal. Enfin, ça pourrait toujours être mieux forcément, mais bon, déjà on sent que l'algorithme a compris le pattern. Et si je vais toujours plus loin, si je me dis ok, là j'ai essayé de prédire 12 étapes dans le futur comme je lui avais demandé lors de mon définition de problème, maintenant qu'est-ce que ça donnerait si j'utilisais cette prédiction, que je la réenvoyais en entrée de mon modèle pour
pour avoir une prédiction sur, en gros, sur plus de 12 mois. Ben voilà ce que ça donne. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé de 3 aspects de la courbe. L'aspect de tendance, eh ben, on voit que l'algorithme l'a compris. Je vous ai parlé d'un aspect d'amplitude. C'est pareil, on s'aperçoit que l'algorithme l'a compris. Donc on a déjà un modèle qui pourrait être mieux, mais qui au moins, enfin juste avec, on va dire, 2 lignes de commande, on a déjà quelque chose qui vaut la peine d'être mis en production, justement pour voir si on peut avoir des résultats intéressants. Donc voilà ce qui s'est passé. Je vous répète les différentes étapes que vous avez vues s'exécuter devant vous. Donc voilà, une tâche de parse, comme je vous l'ai expliqué, on upload les données vers les serveurs. Une tâche de pré-process, une tâche d'optimisation et une tâche de train. Donc là, on va rentrer étape par étape. Donc déjà, la tâche de pré-process, voilà ce qui s'est passé. Donc vous aviez votre jeu de données en entrée. Si vous vous souvenez bien, on a indiqué au moment de lancer l'AutoML un nombre de folds, enfin ce qu'on appelait un nombre de folds à créer. Nous, on avait choisi de donner seulement 2 folds. Et bien, ce qui se passe, je vais avancer un tout petit peu et je reviendrai sur ce slide-là avant. Lorsqu'on crée les folds, en fait, on va ordonner vos données. Donc voilà vos données ordonnées. Et on va tout simplement les découper en plusieurs petites parties pour créer nos différents folds. Et chaque fold va être séparé en une partie de train et une partie de test. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de machine learning, la partie de train, c'est tout simplement la partie sur laquelle les algorithmes vont s'entraîner, un peu comme des étudiants qui préparent un examen. Les algorithmes ils vont s'entraîner sur cette partie-là. Et en fait, la partie de test, c'est tout simplement la partie d'examen. C'est-à-dire ensuite, on va évaluer ces algorithmes-là grâce à cette partie de test. Et du coup, chaque étudiant aura une note associée en fonction de s'il a bien réussi à apprendre ou pas. Donc voilà ce qui se passe en fait quand on... Enfin voilà ce que je vous expliquais ce qu'étaient au final les folds, c'est-à-dire qu'on vient découper notre jeu de données. Et donc vous voyez l'aspect des 2 folds qu'on a créés sur la droite de l'écran. La partie bleue, c'est la partie donc jeu de train, et la partie orange, c'est la partie jeu de test, pardon, excusez-moi. Un autre aspect à noter, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais vous apercevez que aussi bien en abscisse et en ordonnée, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'on a retravaillé les données. Vous voyez que l'aspect est la même, l'aspect de la courbe reste la même, mais les données ont été centrées autour de 0, puisque vous voyez que le 0 est au milieu en abscisse et il est également au milieu en ordonnée. Alors ça, pour ceux qui font de la data science tous les jours, je leur apprends rien. Pour ceux qui n'en font pas, tous les algorithmes de data science apprennent sur des données qui ont été standardisées au préalable. Donc c'est une des raisons pour laquelle Prescience fait ça pour vous. Et donc voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que tout ce que je vous montre là, et justement pareil, ceux qui font de la data science le savent, mais en gros tout ça, ce sont des étapes qu'on est obligé de faire en fait quand on n'a pas l'outil adéquat pour... on est obligé d'aller pas à pas, de modifier nos données et ensuite de les envoyer au jeu de train. Et donc ensuite, la phase d'optimisation. Donc on a nos 2 folds, que je vous ai montré à l'instant. Et tout simplement, ce qui va se passer pendant la phase d'optimisation, c'est que comme je vous l'ai expliqué au final juste avant, c'est que chaque algorithme va aller s'entraîner sur le jeu de train. Il va ensuite aller s'évaluer sur la partie de test. Et une fois qu'il aura été évalué, il va avoir un score associé. Et je vous le répète encore une fois, le score, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, plus ce score est proche de 0, et au final, meilleur est l'algorithme. Donc là, on a schématisé les algorithmes par des petites fioles de couleurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on lance un AutoML sur Prescience, les algorithmes, on essaie de les sélectionner de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du brute force, on ne va pas tous les tester un à un, en fait on va en tester quelques-uns par-ci par-là, et ensuite, déjà au vu des premiers résultats qu'on a, on va essayer d'orienter nos prochaines recherches en fait, pour essayer de trouver au final le meilleur algorithme. Donc voilà la partie optimisation. Ensuite arrive la partie de train. Bon là, rien de bien compliqué.
Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que on a donc notre meilleur algorithme, ou en tout cas on a trouvé un des meilleurs algorithmes. Eh ben, on va le faire se réentraîner, mais cette fois sur tout l'ensemble de notre jeu de données, pas seulement sur fold par fold. C'est ce qui se passe, et une fois que c'est fait, eh ben, on va venir sérialiser notre modèle. Donc à l'époque, on a fait les slides, on les serialisait au format XML, PMML pour ceux qui connaissent. Là, on est en train de faire quelques changements sur Prescience et on n'a plus seulement que ce type de sérialisation. On est en train d'intégrer du TensorFlow, par exemple, et d'autres choses. Donc en gros, voilà pour les 3 grandes étapes vraiment de l'AutoML. Maintenant, il faut que je vous montre qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait un appel sur un des modèles qui a été déployé en production. Parce que, ouais, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais la phase de train, bien sûr, donc non seulement du fait qu'elle sérialise le modèle qui a été entraîné, en plus elle déploie votre modèle en production. En gros, elle crée un endpoint API que vous pouvez requêter et qui vous permet d'effectuer des prédictions. Et lorsque vous demandez une prédiction, donc j'ai repris exactement à gauche et à droite, en gros, ce que je vous ai montré tout à l'heure concernant les prédictions sur notre série temporelle, ce que vous envoyez en entrée de l'API et ce qu'elle vous renvoie en sortie. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un appel à une prédiction? Déjà, votre jeu de données en entrée, il va déjà se faire transformer via la transformation qui a été sérialisée pendant l'étape de pré-processing. On va envoyer ce jeu de données-là transformé au modèle qui a été sérialisé lors de l'étape de train. Et ensuite, la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire que vos résultats transformés, ils vont être retransformés dans le sens inverse pour qu'au final, on puisse vous servir vos données, en gros, exactement sous le même format auquel vous nous les avez fournis en entrée. Donc j'arrive à la fin de ma partie. En gros, ce que Prescience apporte, on va dire, c'est principalement du quick win fail fast. C'est-à-dire que très rapidement, à partir du moment où vous avez des données, vous avez juste à réfléchir à votre définition de problème, ce que je vous ai expliqué au tout début, vous posez les quelques questions que je vous ai montrées. Et une fois que vous avez cette définition de problème, vous pouvez lancer un AutoML sur Prescience, laisser l'AutoML se débrouiller. Vous pouvez mettre un budget assez important, comme ça vous pouvez revenir dans 1 heure et puis voir les résultats que Prescience a trouvés. Mais en gros, vous avez tout de suite un résultat et vous savez si en gros vous savez si vous pouvez continuer sur cette voie-là ou si en gros votre jeu de données on est incapable de faire des prédictions dessus. Parce que ça arrive des fois des données qui sont dont on ne peut pas faire de prédiction dessus. Au moins là on le sait tout de suite. On est obligé d'attendre, mais au moins on n'a pas toute cette partie rébarbative à faire, traiter les données nous-mêmes, ensuite tester nous-mêmes plusieurs algorithmes. Au moins c'est toute cette partie-là qui est abstraite par Prescience. Et bien sûr, forcément là je vous ai montré Prescience en une ligne de commande. Bien sûr, les autres lignes de commande pour exécuter les étapes une à une, elles existent aussi. Donc c'est-à-dire que même quand on est des experts en machine learning, on peut reprendre ensuite les étapes une à une pour aller modifier quelques petits paramètres. Et donc voilà aussi, ensuite, on déploie nos modèles en production en une ligne de commande, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque souvent vous avez un notebook Python, du coup vous devez récupérer le modèle sérialisé pour l'inclure sur un serveur. Là, tout est fait via du Kubernetes et du Docker, donc en fait, une fois que vous faites une étape de train, automatiquement, votre modèle en gros est en production, vous pouvez l'interroger, faire des prédictions, et du coup vous pouvez également monitorer les prédictions au fur et à mesure du temps. Et si un jour vous voyez qu'en gros vos prédictions ne vous satisfont plus, si vous voulez un jour, vous dites non, moi, mes prédictions dérivent, pareil, en une ligne de commande, vous pouvez nous renvoyer un nouveau jeu de données, en gros le jeu de données mis à jour, et nous, de notre côté, on va refaire toutes les étapes jusqu'au déploiement du modèle à nouveau, et du coup, vous aurez un nouveau modèle qui, normalement, répondra mieux à votre besoin. Donc voilà, je vais laisser la parole à Adrien. Du coup, notre présentation, normalement, elle est un peu plus longue. Et dans notre présentation, normalement, je suis censé vous parler de l'architecture qu'il y a derrière d'un point de vue technique. Mais
il y a une partie démo aussi, parce qu'en fait, ce que Maël vous a présenté, c'est le client Python. Mais en fait, on a toute une UI aussi qui est exactement la même chose que le client Python, en fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, enfin qui ne veulent pas faire de la ligne de commande, on peut fonctionner avec une UI et on peut faire comme disait Maël, du quick win fail fast avec l'UI. Donc lui, comment elle se présente? En fait, on a le dashboard où il n'y a rien dessus pour le moment, on est en alpha. On a les sources, les datasets et les modèles. Et je suis plus connecté. Il fallait s'y attendre. Hop. Du coup, les sources, les datasets et les modèles. Donc les sources, c'est ce que expliquait Maël, c'est la partie parsing en fait. Donc on va choisir une source de données. Donc vous allez choisir votre petit fichier CSV. Donc pour changer d'exemple, on va prendre une régression. C'est un cas simple qui fonctionne. Donc là, vous pouvez choisir le type du fichier, par exemple si c'est du CSV ou du parquet, on prend en charge le parquet. Si votre fichier a des headers ou non, quels sont ses séparateurs, etc. Enfin des choses assez basiques, vous uploadez le fichier. C'est un petit fichier pour... ah oui, il s'appelle déjà end-to-end. C'est un petit fichier pour la démo pour aller vite. Je crois que c'est une... T'as dit que c'était une régression. C'est une classification. J'ai dit régression? Ouais. Pardon. Donc c'est une classification. Donc on va essayer de prédire en fait si on va essayer de prédire si une personne gagne plus ou moins de 50 000 € par an. Donc je pense que c'est un dataset qui est assez connu dans la science. En fonction de certaines données démographiques, en fait, vous allez pouvoir savoir si la personne gagne plus ou moins de 50 000 € par an. Du coup, donc là on voit toutes les étapes du parsing. Normalement, ça devrait pas tarder. C'est l'étape la plus rapide, voilà. Et donc sur lui, vous pouvez voir un petit extrait du dataset. Alors pendant que je vous présente lui, je vais juste lancer le pré-process parce qu'il est un peu plus long. Hop. Du coup, je retourne dessus. Donc vous avez la distribution de chaque colonne. Donc vous voyez par exemple que là c'est l'âge, c'est un integer. Vous voyez différentes valeurs qu'il y a dedans. La valeur médiane, quelques stats, ça vous permet à vous déjà d'analyser un peu votre dataset. Et ici, on peut voir le label. Donc le label, comme on l'a dit, c'était les personnes qui gagnaient moins de 50 000 € ou plus de 50 000 € par an. Donc qu'est-ce qu'on a fait dessus? On a lancé un process, donc il est en train de s'exécuter en tâche de fond, mais pour vous montrer les étapes, en fait, on lui donne un nom, on choisit le problème, donc par défaut c'est classification. On choisit le label dans les colonnes qui sont compatibles pour être labellisées. On peut spécifier les colonnes si on ne veut pas tout lui donner. On se dit, bah voilà, moi je pense que l'âge ça sert à rien, je l'ai dans mon dataset parce que c'est ma donnée initiale, mais je pense que ça sert à rien de mettre l'âge. Vous pouvez choisir, enfin vous pouvez faire votre dataset. Les folds, vous choisissez le nombre de folds comme l'avait expliqué Maël, donc par défaut on met 10. Et le ratio de test, ça veut dire que combien du dataset va être mis de côté, dès le début, qu'on va même pas récupérer, pour l'entraînement final. Hop, du coup, donc comme je vous ai montré l'extrait est fait. On va voir si c'est terminé. Donc le dataset, on va prendre normalement, j'en ai un deuxième qui est déjà fait, c'est le même. Donc là, une fois qu'on a notre dataset, on peut voir ici toutes les transformations qui ont été appliquées. Donc on voit qu'il y a pas mal de standardisation. On voit qu'il y a normalement du level coding, pour ceux qui connaissent. Il y a 2-3 encodeurs, enfin, on voit toutes les transformations qui ont été appliquées. On voit un extrait de la donnée du coup transformée. Et des colonnes qui ont été créées. Du coup, on a créé des colonnes comme vous pouvez le voir, il y avait bien plus de colonnes qu'avant. Pour les algos de machine learning. Et du coup, derrière, on peut l'optimiser. Donc ici, on va choisir d'optimiser sur le ROC, par exemple. On va lui donner un budget de 10. 10, c'est totalement arbitraire. Hein. Et donc là, on va voir l'optimisation démarrer. Donc il y a déjà eu une optimisation sur ce dataset qui a déjà été commencée. Et normalement, on devrait voir des points qui s'ajoutent sur votre courbe. Donc là, on voit qu'il y a un worker qui va commencer à évaluer un algo. Vous pouvez voir les détails de l'algo qu'il est en train de tester. Donc là, on voit que c'est un XGBoost classifier. On voit tous les paramètres qu'il lui a envoyés. Si vous pensez pouvoir améliorer l'algo, vous pouvez aussi l'améliorer et le retester derrière. On va pas le faire. Et donc là, on voit que le dernier qui vient de tester, par exemple, il est moins bien que le meilleur, qui est ici. Et donc là, il teste plein d'algos pour vous.
Et ça se fait totalement automatique. Ici, vous pourrez me demander pourquoi il y a plusieurs courbes. En fait, c'est la variance entre tous vos folds. Donc le fold le plus mauvais, il reste score, et le score le plus haut, il est au-dessus. Et nous, on vous donne la moyenne des folds. Donc une fois qu'on va le laisser, on va pas attendre non plus trop longtemps, mais on va en choisir un. Du coup, il nous choisit déjà directement celui qui a la meilleure accuracy. Nous, on peut choisir la rock, par exemple. Et ici, on voit que c'est celui-ci qui a la meilleure rock. Donc il l'a déjà choisi. On peut en regarder, par exemple, celui-ci, pourquoi il est différent. Et on peut voir sa conf. On peut choisir d'entraîner aussi, si vous voulez entraîner un algo qui n'a pas forcément bien scoré, on peut aussi le faire. Et donc, derrière, ça n'arrête pas de bouger, on peut entraîner l'algo. Et du coup, comme vous l'avez expliqué Maël, il va récupérer tout votre dataset pour entraîner votre modèle. Et ensuite, il va vous montrer les métriques associées. Normalement, le modèle est assez rapide à entraîner. Et donc là, vous avez toutes les métriques sur votre modèle. Donc c'est pas forcément... vu que le jeu de données est assez petit, on n'a pas des métriques exceptionnelles, mais c'est pour principe. Ici, vous pouvez jouer sur le threshold, vu que c'est une classification, vous pouvez jouer sur le threshold pour changer la matrice de confusion qui est ici, et du coup choisir votre bon threshold en production. Ceux qui font du machine learning savent de quoi je parle. Ensuite, vous pouvez query le modèle. Donc, dans la query, en fait, on vous redemande en fait, les champs que vous aviez dans votre CSV. Donc ça, c'est un exemple, hein, ça va vous permettre de tester rapidement votre modèle. Et on voit ici, par exemple, que le label pour cette personne est supérieur à 50 000. Donc là, vous pouvez totalement changer le... Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Toujours 50 000. Après, il y a d'autres... Il va y avoir des valeurs plus importantes que d'autres. Toujours 50 000. Je vous laisserai chercher ceux qui gagnent moins de 50 000. Et du coup, on vous donne aussi un exemple. Vous n'avez plus qu'à taper le curl, ou un petit exemple en Python si vous préférez Python ou Java. Enfin, on vous donne 2-3 exemples où vous n'avez plus qu'à copier-coller et utiliser en fait l'API. Donc vous allez me dire, Olivier, il nous a parlé de retrain. Donc on a aussi un petit bouton qui s'appelle retrain. Donc qu'est-ce que va faire le retrain? Le retrain, en fait, il va vous permettre de réutiliser le même modèle mais avec de la nouvelle donnée. Donc du coup, en fait, vous avez donné un dataset un peu plus frais. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va refaire toutes les étapes, sauf l'optimisation, parce que vous avez déjà choisi le modèle. Il va juste esquiver l'optimisation, mais il va refaire le pré-process, il va refaire le parse, et il va faire le train, et du coup, il va vous donner un nouveau modèle qui sera entraîné avec vos données à jour. Alors du coup, il doit être en train de parser. C'est le Wi-Fi qui marche pas, c'est pas la plateforme. Il y a un peu de latence. Il est en train de reparser, repré-processer, etc. Et donc là, vous aurez... Après, vous pouvez aller dans l'historique. Et dans l'historique, vous pouvez avoir les stats de votre modèle dans le temps. Donc par exemple, on voit que sur ce dataset-là, enfin sur ce modèle-là, il a été rentraîné une fois, et donc il a 2 points. Et du coup, ces stats, en fait, vous permettent de monitorer votre modèle et monitorer les performances de votre modèle pour savoir s'il faut choisir un autre algo qui répondrait mieux à votre donnée ou pas. Si vos métriques de performance diminuent, il faudra sûrement choisir un autre algo en même temps. Et du coup, vous pouvez quand vous voulez, réoptimiser. Donc ça, c'est le premier que j'avais fait tout à l'heure. Vous pouvez, quand vous voulez, là, du coup, on peut pas, vu qu'il est en train de travailler. Vous pouvez réoptimiser quand vous voulez et réentraîner sur un nouveau modèle de production quand vous voulez. Voilà. Bien, bonjour tout le monde. Moi, je suis Sébastien Lamy. J'ai fondé Gelgos il y a maintenant quelques années. Ça va faire 4 ans qu'on existe. On a une équipe de recherche en intelligence artificielle. On a construit en fait une plateforme, plein de petites briques algorithmiques qu'on adapte à chaque cas d'usage qu'on a chez nos clients. On ne s'est pas spécialisé sur une verticale ou sur un seul domaine. On a eu des projets en détection de fraude, par exemple, en maintenance prédictive. On a bossé sur la prédiction du risque financier. En ce moment, on a un gros projet de reconnaissance vidéo. Et donc là, je vais vous présenter d'abord un peu
notre boîte en général, et après 2 cas d'usage concrets, dont un qui tourne en ce moment sur OVH. Et petit point que j'ai oublié de préciser, on a été lauréat du DLP, donc c'est un peu grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Donc, comme je disais en présentation, nous, ce qu'on offre, c'est la conception d'une solution end-to-end pour notre client. Et donc, c'est des solutions qu'on va concevoir souvent très en amont. Il y a beaucoup de nos clients qui entament une transition digitale. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Beaucoup de clients qui se sont rendus compte qu'ils ont une masse de données à exploiter, qu'il y a énormément de cas d'application possibles, qui peuvent créer de la valeur grâce à ces données. Par contre, le comment, c'est très difficile. Et nous, donc, on a cette expérience qu'on peut mettre à profit chez nos clients. Donc, on va... je vais reprendre un peu les points qui ont été présentés dans la présentation d'avant. On bosse beaucoup sur une phase d'exploration. Donc il s'agit de prendre en main les données, comprendre les données. Ça peut être des choses très techniques, calculer des distributions, faire des outils d'exploration. Et donc après cette phase d'exploration, on va identifier 3-4 cas d'usage. Et ensuite, notre client va décider d'en produire un ou deux. Et on va comme ça jusqu'à une phase de mise en production. Donc là, c'est un peu les 4 étapes que je viens de décrire. Donc la partie machine learning, c'est un peu c'est une partie qui est vraiment centrale. C'est là où toute la valeur est créée. Mais il y a beaucoup de choses connexes qui doivent être très bien définies pour qu'un projet data ait du succès. Donc la première partie, c'est vraiment de comprendre le besoin, bien définir le besoin, traduire ce besoin en objectifs chiffrés. Et donc ça, c'est une partie sur laquelle on travaille beaucoup et sur laquelle on a mis l'accent ces dernières années, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des mois de travail qui étaient jetés parce que le besoin de client avait pas du tout été cadré et qu'on produisait un algo très performant mais qui n'était pas du tout actionnable pour notre client. Et donc après cette réalisation, on a décidé d'inclure des compétences de design chez nous, et donc sur les phases très en amont, on décide d'inclure des designers pour anticiper vraiment l'expérience utilisateur et la restitution de la valeur ajoutée qui va être créée par nos algorithmes. Et ensuite, une fois que tout ça est cadré, on a toute cette batterie de petites briques, de petites librairies d'outils qu'on peut packager ensemble pour construire une solution qui va répondre totalement aux besoins de nos clients. Alors je vais vous parler d'un premier cas qui rejoint un des cas qui a été présenté avant. Donc là, il s'agit de prédire la quantité de produits vendus dans un réseau de parapharmacie. Donc pour chaque magasin et chaque produit et chaque sous-catégorie de produits, on aimerait savoir combien d'unités va être vendues. Et donc ça, c'est l'objectif est assez clair. On veut mieux anticiper les ventes, mieux prévoir les stocks, peut-être permettre de vendre plus de certains produits. Et donc là, pour ce projet, l'outil produit, c'est un dashboard qui va donner pour chaque produit, chaque magasin, la quantité qu'on prédit pour la vente pour la semaine à venir, des recommandations sur les stocks à créer et les commandes à faire. Les données qu'on avait en entrée, c'était les ventes historiques pour chaque magasin. Pour chaque magasin, on avait aussi la localisation des magasins, donc on a pu rajouter des données externes comme la météo.
On avait des données très fines, je crois qu'on avait les données jour par jour. On avait aussi des informations sur les mises en avant, est-ce qu'il y avait des promotions qui étaient faites sur certains produits. Et donc c'était un projet qui finalement était assez cadré. Ça ressemble un peu au problème de la prédiction du nombre de passagers, sauf qu'il y a un degré de complexité un peu plus élevé vu qu'on a des sous-catégories de produits et aussi des magasins qui sont parfois dans les mêmes villes, mais aussi sur toute la France. Et donc il y a des interactions à capturer entre les ventes d'un produit, les ventes dans des magasins similaires. Et donc c'est un très beau projet en termes de machine learning. J'ai sur la slide suivante un schéma qui résume un peu les interactions entre tous les éléments de l'outil. Quelque chose que j'ai pas précisé et qu'on voyait aussi sur le problème des passagers, c'est que sur beaucoup de prédictions de time series, on a des problèmes de saisonnalité, enfin des patterns de saisonnalité. Donc la saisonnalité, c'est des choses qui s'observent à intervalles de temps réguliers. Les ventes le week-end ne sont pas les mêmes que la semaine. Les ventes de certains produits l'été, comme la crème solaire, vont être plus élevées qu'en hiver. Ce genre de choses. Et c'est un peu des tendances long terme qu'il faut très bien capturer. Et donc, sur toutes ces données qu'on avait en entrée, on a produit en gros trois types d'output. Le premier, c'est la prévision de vente, comme je disais. Ensuite, le stock. Et ensuite, quelque chose qu'on essaye de produire pour tous nos clients, c'est des insights. Essayer de mieux comprendre la dynamique les dynamiques métiers, d'anticiper de nouveaux problèmes ou d'explorer leurs données de manière un peu plus intelligente. Donc d'avoir des dashboards qui correspondent vraiment à leurs besoins métiers et qui répondent à des questions importantes pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est possible grâce à l'intégration de ces compétences design qu'on a fait récemment. Je ne sais pas si déjà à ce niveau-là, il y a des questions. Ouais. Le business insight, tu mènes de la prédiction du machine learning Ce sera, ouais, il y a de la prédiction, mais ce sera plus des choses non supervisées, genre de la segmentation, ce genre de choses. Et c'est très custom, c'est guidé par le client, par ce qu'il aimerait voir de ses données. Par exemple, ça peut être voir dans le passé certaines métriques, ça peut être des choses très très simples, mais ça peut aller vers des choses plus abstraites. Étant donné qu'on est vraiment maître de leurs données, qu'on a une très bonne compréhension de leurs données et qu'on a, grâce à notre collaboration proche, on a une bonne compréhension de leur métier, on essaie de leur restituer au maximum ce que nous on a compris des données et que ça se fasse aussi de manière avec une expérience utilisateur la plus fluide possible. Est-ce que ton client il a voulu après faire d'autres cas de machine learning comme par exemple savoir où créer des nouveaux magasins, etc. Après un succès numéro 1, il a voulu aller bien plus loin ou il s'est arrêté à ça, il a dit bon, là on est en phase de mise en production et c'est une très bonne idée. On devrait peut-être lui proposer ça. Mais ouais, là pour l'instant on s'est limité aux prédictions de vente. Mais c'est vrai que ça fait partie des enjeux de la transition digitale, c'est de comprendre ce qu'on peut faire avec les données et de trouver les nouveaux cas d'usage. Et là-dessus on est aussi des interlocuteurs très pertinents. Je vais peut-être passer au cas suivant. Donc ça c'est un outil qui lui est en production sur vos plateformes. On utilise le cloud OVH grâce au crédit qu'on a eu avec le Digital Launchpad. Et donc ce
cette mission, c'était avec une boîte de télésurveillance. L'idée, c'est de faire du filtrage de faux positifs. Cette entreprise de télésurveillance reçoit des clips vidéo, des alertes vidéo venant de plein de sites en France qui sont équipés de caméras. Donc c'est des caméras fixes qui, vous voyez très bien des caméras de surveillance, donc des caméras fixes qui vont toujours filmer le même genre d'endroit. Et dès qu'il y a du mouvement sur l'image, c'est envoyé aux opérateurs. Et donc leur gros problème opérationnel, c'est qu'ils ont énormément de fausses alertes, des alertes qui sont créées par un animal qui passe dans le champ de la caméra, une feuille morte qui passe dans le champ de la caméra, ou des employés qui ont le droit d'être sur le site à ce moment-là. Donc c'est intéressant parce que en fait ce domaine, la reconnaissance d'image, reconnaissance vidéo, c'est un peu l'un des domaines qu'on met le plus en avant quand on parle d'intelligence artificielle et de machine learning. On a même tendance à croire que c'est un domaine qui est devenu standard, et d'ailleurs ça a tendance à fausser un peu les attentes des clients sur d'autres projets qui peuvent paraître beaucoup plus faciles que de reconnaître des images. Mais en fait le domaine de la reconnaissance d'image, c'est loin d'être quelque chose qui est résolu à 100%. Et là, notamment, c'est intéressant parce que les problématiques métiers étaient d'avoir 0% de vraies alertes filtrées. Donc, si s'il y a un voleur sur un des clips, on ne veut pas que l'outil automatique dise que c'était un chat ou que c'était un employé qui avait le droit d'être là. Et cette contrainte fait que on ne pouvait pas juste prendre une brique open source et l'appliquer aux vidéos. Et nous, je vais quand même finir par nos performances. C'est un projet qu'on a commencé l'année dernière, et après quelques mois de recherche, on est arrivé à un taux qui était très satisfaisant pour le client, de 30% des alertes filtrées. Et directement, ça se traduit chez le client par une charge de travail moindre pour leurs opérateurs, et aussi moins de possibilités d'erreurs humaines. Parce qu'il y a quand même des erreurs qui sont très très rares, mais il y a quand l'opérateur est surchargé, il peut lui aussi rater une intrusion. Donc là, c'est un schéma qui résume à peu près le fonctionnement qui vulgarise vraiment le fonctionnement de l'algorithme. Donc avant, c'était la solution que notre client avait, donc qui était une solution 100% humaine. Donc il y a des opérateurs qui revoient chaque alerte et qui vont appeler la police le cas échéant ou pas. Et ensuite, là, on est passé à une solution qui est totalement automatisée, où les vidéos nous sont envoyées. On a mis en place plusieurs sous-algorithmes. L'output, c'est une classification. Et si cette classification nous dit que c'est une alerte, que c'est une fausse alerte avec un niveau de confiance assez élevé, ces vidéos ne sont pas envoyées aux équipes de vérification. Aller sur un petit schéma de l'architecture, parce que là ça rejoint, tout ça est hébergé sur OVH, et je vais parler de choses que vous connaissez peut-être. Donc en gros, ça fonctionne comme une API. Ça fonctionne comme une API, c'est une API. On a plusieurs endpoints. On a Classify qui reçoit une vidéo et qui va ensuite la transférer vers les instances de classification pour être analysée. On a un endpoint get qui permet de retourner le résultat d'une classification, et post label pour labelliser les vidéos, donc la partie dont vous parlez tout à l'heure. Et donc c'est une architecture asynchrone où
il y a un petit délai de classification à chaque fois. Donc le client doit poster une vidéo et ensuite la récupérer plus tard. Enfin, ça c'était la version d'avant. Maintenant on marche avec un webhook, mais c'est peut-être des détails d'implémentation. Une fois qu'on a bien modularisé notre infrastructure, toutes ces communications, c'est des choses qui se font bien. Et cette infrastructure, c'est vraiment des microservices qu'on met ensemble, qu'on fait communiquer via des API. Toutes ces connexions, en fait, c'est des connexions sous forme d'API. Et ça permet de passer d'une infrastructure petite pour des petits besoins ou des heures de la journée qui sont où il n'y a pas trop de demandes à des infrastructures un peu plus grandes. Si jamais il y a de nouveaux clients, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et donc après aussi, pour détailler un peu plus comment ça se passe à l'intérieur, donc les vidéos sont envoyées à un gestionnaire de file d'attente, je crois que c'est Kafka, qui lui va dispatcher toutes les requêtes sur la première instance qui est libre. Et toutes ces instances, donc, elles sont orchestrées avec Kubernetes et elles tournent sur le cloud OVH sur différents pods et nodes. Donc c'est pas une feature qu'on utilise pour l'instant, mais c'est un truc qu'on va mettre en place vite. C'est d'avoir une architecture élastique, donc de spawn des nodes dès qu'il y a trop de demandes et de réduire quand il n'y en a plus. Et ensuite tout est stocké dans une base de données. Ensuite, on a un back-end qui est assez classique, qui n'est pas trop intensif en termes de flux, et donc on est sur quelque chose de standard. Je ne sais pas si j'ai d'autres slides après. Non, c'était le dernier.